Personne ne s'attendait à ce que le marié se fige à l'autel, pas dans une cathédrale remplie de robes de soie, sous les crépitements des appareils photos et les murmures d'envie, pas alors que la musique laissait déjà place aux vœux. Mais soudain, une vieille femme s'avança. Ses vêtements étaient usés, ses mains tremblaient. Les agents de sécurité ont tenté de l'emmener de force. Avant que quiconque puisse l'en empêcher, elle atteignit David Chibou, se pencha près de lui et lui murmura 6 mots qui le firent pâlir. Les mains du milliardaire tremblèrent. Le mariage s'est figé. Et dans ce silence, une vérité menaçait de détruire tout ce qu'il croyait savoir. Avant de commencer, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. Et si les histoires de bonté, de destin et de vérité cachée vous touchent, abonnez-vous à cette chaîne. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Bien avant que les fleurs blanches n'ornent la cathédrale, avant les costumes sur mesure, les voitures de luxe et les rumeurs d'une règle immuable, chaque matin, quelle que soit l'ampleur de la journée qui l'attendait, il se rendait lui-même au travail en voiture. Ni chauffeur, ni 4x4 blindé. Juste David, seul, fenêtres ouvertes, l'esprit tranquille. Et chaque matin, à 7h10 précise, sa voiture ralentissait près de l'ancien terminal de bus sur Kero Road à Lusaka. C'est là qu'il l'aperçut pour la première fois, Mama Adana. Elle était assise sur un bloc de béton fissuré près de l'arrêt de bus, le dos légèrement courbé, un petit plateau en bois en équilibre sur ses genoux. Dessus, il y avait des tickets de loterie, 2 paquets de biscuits, et rien d'autre. Pas de supplications bruyantes, pas de cris, pas de poursuite des passants. Juste de l'attente. Le premier jour, David la remarqua à peine. Il pensait au contrat, aux livraisons d'acier, aux chiffres qui ne s'arrêtaient jamais. Son téléphone sonna. Il s'arrêta près du trottoir, à la recherche d'un meilleur signal. C'est alors qu'une voix douce parvint à sa fenêtre ouverte. « Monsieur, s'il vous plaît. » David se retourna. Elle se leva lentement, en ménageant sa jambe blessée. Ses vêtements étaient délavés, mais propres. Ses cheveux étaient enveloppés d'un foulard bleu terne. Ses yeux, sombres, fixes et fatigués, croisèrent les siens. « Je n'ai pas besoin de grand-chose, » dit-elle. « Juste $10. » David fronça les sourcils. On lui demandait de l'argent sans arrêt, des agents de sécurité, des assistants, des inconnus qui, on ne sait comment, connaissaient son nom. Ils ont demandé des milliers, des dizaines de milliers, des investissements, des dons. Mais cette femme ? $10. C'est tout ce qu'il a demandé. Elle hocha la tête. C'est tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui. La façon dont elle avait prononcé le mot « aujourd'hui » le troubla. David fouilla dans son portefeuille, lui tendit un billet tout neuf et hocha la tête une fois. Pas de questions, pas de discours. Elle n'esquissa pas un large sourire. Elle ne s'inclina pas. Elle ne le bénit pas à voix haute. Elle dit simplement « Merci, monsieur. Que Dieu se souvienne de toi. » En s'éloignant en voiture, David se dit que ce n'était rien. Juste un matin comme les autres. Mais le lendemain, elle était de nouveau là. Au même endroit. Avec le même plateau. Elle resta immobile. Elle se leva de nouveau lorsqu'elle le vit ralentir. « Bonjour monsieur, » dit-elle doucement. « S'il vous plaît. $10. » David hésita. « Je ne t'ai pas donné de l'argent hier ? » « Si, » répondit-elle calmement. « Et je t'en suis reconnaissante. Alors pourquoi me le demandes-tu encore ? Parce que c'est du passé. » Cette réponse le hanta plus longtemps qu'il n'aurait dû. Il lui donna l'argent. Le 3e jour, elle ne posa même plus de questions. Elle se contenta de le regarder. Et David, sans bien comprendre pourquoi, sortit son portefeuille avant même qu'elle ait parlé. $10. Chaque matin. Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil. Qu'il y ait du trafic ou du silence. Qu'elle soit occupée ou libre, maman Adana était toujours là. Et elle demandait toujours la même chose. Ni plus, ni moins. Au bout de 2 semaines, David remarqua autre chose. Elle ne dépensait jamais son argent près de l'arrêt de bus. Parfois, il se garait de l'autre côté de la rue et l'observait depuis sa voiture. Maman Adana attendait qu'il soit parti, puis se dirigeait lentement vers une petite pharmacie en bord de route. D'autres jours, elle achetait du pain. Parfois, elle payait le contrôleur du bus, même si elle se déplaçait la plupart du temps à pied. Pas d'alcool. Pas de jeu d'argent. Pas de gaspillage. Un jour, par curiosité, David la suivit. Pas de près. Pas comme un espion. Juste, à distance. Elle entra dans un hôpital public. Un de ces hôpitaux surpeuplés. Le genre d'établissement que la plupart des gens évitent sauf en cas d'absolue nécessité. David la regarda parler à la réception, sortir des billets froissés, les compter soigneusement. $10. Cette nuit-là, David ne put fermer l'œil.
Il pensa à sa mère, Esther Chibou. Il n'avait pas pensé à elle depuis des années, pas comme ça. Esther l'avait élevée seule, vendait des légumes, faisait le ménage dans des bureaux la nuit, et lorsqu'elle était tombée malade faute d'argent, elle aussi s'était tenue près des arrêts de bus, demandant de l'aide à des inconnus. David se redressa dans son lit, le cœur battant la chamade. Le lendemain matin, il ne ralentit pas. Il passa devant l'arrêt de bus. Maman Adana regarda sa voiture disparaître. Elle ne le poursuivit pas. Elle ne cria pas. Elle se rassit simplement. Cette image le hanta toute la journée. Le soir venu, la culpabilité le rongeait comme la faim. Le lendemain matin, David arriva plus tôt que d'habitude. Maman Adana était déjà là. En le voyant, elle ne parut pas surprise. « Je savais que tu reviendrais, » dit-elle doucement. « Comment » demanda David. Elle esquissa un sourire. Les gens réagissent toujours ainsi, lorsqu'ils se souviennent de qui ils étaient. David lui tendit l'argent, puis marqua une pause. « $10, pourquoi » demanda-t-il. Elle le fixa longuement. « C'est ce dont j'avais besoin autrefois, » répondit-elle, « et quelqu'un me l'a donné. » David déglutit. « Qui » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas une histoire à raconter en voiture. » À partir de ce jour, quelque chose a changé. David ne s'est pas contenté de lui donner l'argent. Il l'a saluée, lui a demandé si elle allait bien, si elle avait mal à la jambe, si elle avait mangé. Mama Adana a répondu poliment sans jamais poser d'autres questions, et elle n'a jamais franchi les limites. Elle ne lui avait jamais demandé son nom, ni ce qu'il faisait, ni où il habitait. Elle le traitait comme un parfait inconnu, même s'il la voyait tous les matins. Puis, un après-midi, David l'évoqua par hasard chez lui. Joy Cheruyot leva les yeux de son téléphone. « La vieille dame » demanda-t-elle. « Celle près de l'arrêt de bus. » David acquiesça. « Oui » dit Joy en fronçant les sourcils. « Pourquoi lui donnes-tu encore de l'argent ? Ce n'est pas grand-chose. »« Ce n'est pas la question » dit Joy. « Les gens comme ça deviennent dépendants. » David se raidit. Elle a demandé $10. Joy a ri doucement. Aujourd'hui, c'est 10. Le lendemain, ce sera différent. Mais le lendemain arriva, et maman Adana demanda $10. Rien de plus. Rien de moins. Au fil des semaines, David commença à ressentir quelque chose d'inhabituel en la voyant. Pas de la pitié. Une reconnaissance. Comme si sa présence était liée à quelque chose d'inachevé dans sa vie. Quelque chose qui attendait. Et au loin, à son insu, Mama Adana commença à compter les jours. Non pas les jours jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'argent, mais les jours jusqu'à ce que David Chibou se souvienne enfin de la vérité. Les jours de Mama Adana suivaient un rythme que la ville ne remarqua jamais. Avant même que le soleil ne se lève complètement sur Lusaka, avant que les klaxons et les moteurs ne rompent le silence, elle était déjà réveillée. Sa petite chambre, à peine plus qu'une boîte en béton derrière un vieux garage, ne contenait que le strict nécessaire, un mince matelas, une chaise en bois, une Bible aux pages usées et une photo encadrée soigneusement posée près de la fenêtre. Chaque matin, elle s'asseyait au bord de son lit et se massait la jambe gauche. Sa vieille blessure n'avait jamais guéri complètement. Certains jours, elle la brûlait comme du feu. D'autres jours, elle se sentait engourdie, comme si elle ne lui appartenait plus. Elle ne s'en plaignait jamais. Après avoir enroulé son foulard et remis sa robe en place, elle s'agenouillait lentement et priait. « Mon Dieu » murmura-t-elle d'une voix tremblante mais assurée, « merci pour cette nouvelle journée. Donne de la force à celui qui donne sans rien demander, et donne-moi la patience d'attendre. » Elle ne réclamait pas de richesse. Elle ne demandait pas de miracle. Elle demandait du temps. À la gare routière, Mama Adana prit place tandis que la ville s'animait autour d'elle. Les vendeurs criaient leurs prix, les contrôleurs se disputaient, des enfants couraient pieds nus entre les bus, et des centaines de personnes la croisaient, le regard fixe, l'esprit ailleurs. Elle ne les arrêtait jamais. Elle ne mendiait jamais à voix haute. Elle attendait. Certains jours, David Chibou arrivait tôt, d'autres jours, les embouteillages le retardaient, mais Mama Adana n'a jamais douté de sa venue. Et chaque fois qu'il arrivait, elle observait attentivement son visage, sans avidité ni désespoir, comme si elle lisait quelque chose d'écrit sous sa peau. Après avoir reçu les $10, elle suivit le même chemin, d'abord la pharmacie. Elle acheta des médicaments pour sa tension, la marque la moins chère. Le pharmacien la connaissait bien et essayait souvent de lui en donner davantage. « Prends-en plus » disait la jeune femme. « Tu en auras besoin. » Maman Adana secouait toujours la tête. « Non, d'autres en ont besoin aussi. » Ensuite, elle s'arrêta à un petit étal de pain et acheta une miche. Elle la déchira en deux. La moitié pour maintenant, l'autre moitié pour plus tard.
Certains jours, elle partageait des morceaux avec les enfants des rues qui traînaient non loin de là, à l'observer. Ils l'appelaient grand-mère. Elle ne leur a jamais dit son nom. Les mardis et jeudis, elle se rendait à l'hôpital public, non pas pour elle-même. Dans une des salles bondées gisait une vieille femme qui ne pouvait plus parler. Il y a des années, cette femme avait partagé un matelas avec Mama Adana, alors qu'elle n'avait rien. Mama Adana subvenait à ses besoins essentiels dès qu'elle le pouvait. 10 $, toujours 10 $. Entre-temps, la curiosité de David s'intensifia. Il commença à remarquer que Mama Adana ne s'attardait jamais près des boutiques de luxe, ne suivait jamais les riches inconnus et ne cherchait jamais à se faire remarquer. Un matin, une pluie torrentielle s'abattit. David pensait qu'elle ne viendrait pas. Mais la voilà, assise sous un parapluie déchiré, les chaussures trempées, à attendre. « Pourquoi es-tu là par ce temps ?» demanda David, inquiet, laissant échapper quelques mots sans pouvoir s'en empêcher. Elle esquissa un sourire. La pluie n'interrompt pas l'attente. David rit doucement en secouant la tête. « Tu es incroyable. »« Non, » répondit-elle. « Je suis patiente. » Ce mot « patient » résonnait en lui comme un écho profond. Peu à peu, David commença à emporter des choses supplémentaires dans sa voiture. Une bouteille d'eau, parfois des fruits, et même, une fois, un épais châle. Maman Adana les accepta poliment, mais son attitude demeura inchangée. Elle ne se pencha pas en avant. Elle ne se montra pas familière. Elle n'a jamais fait partie de sa vie. C'est David qui est entré dans la sienne. Un après-midi, il a garé la voiture et en est sorti. Les personnes présentes se sont figées. Certaines l'ont reconnu instantanément. Des téléphones sont apparus. Des murmures se répandirent. Maman Adana leva les yeux, surprise. « Tu ne devrais pas te lever, » dit-elle rapidement. « Les gens parleront. » David sourit. Qu'il parle. Il s'assit à côté d'elle sur le bloc de béton. Le sol était dur, chaud, impitoyable. David s'en fichait. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, le trafic vrombissant derrière eux. « Avez-vous des enfants ?» demanda-t-il doucement. Les doigts de Mama Adana se crispèrent sur sa Bible. « J'avais une fille, » dit-elle après un silence. David attendit. Elle était forte. Maman Adana poursuivit. Plus courageuse que moi. Elle aimait trop profondément, elle faisait trop confiance. Sa voix s'adoucit. Le monde n'était pas tendre avec elle. David sentit sa poitrine se serrer. « Je suis désolée. »« Moi aussi, » dit-elle, tous les jours. Il voulait en demander plus, mais quelque chose l'en dissuadait. Il demanda plutôt, « Pourquoi attendez-vous toujours ici ?» Maman Adana regarda droit devant elle. « Parce que quelqu'un que j'attends va passer par ici. » David sourit doucement. « Tu vois déjà des centaines de personnes. »« Oui, » dit-elle. « Mais une seule compte. » Cette nuit-là, David rêva de sa mère. Non pas telle qu'elle était lorsqu'elle mourut, faible et pâle, mais telle qu'elle était lorsqu'il était enfant, riant, transpirant sous le soleil, lui serrant la main tandis que les bus passaient en trombe. À son réveil, son oreiller était humide. Le lendemain matin, il arriva à l'arrêt de bus, visiblement bouleversé. Maman Adana le remarqua immédiatement. « Tu as l'air préoccupé, » dit-elle. David expira. « Tu me rappelles quelqu'un. » Elle hocha lentement la tête. La plupart des choses importantes le sont. À partir de ce jour, David cessa de considérer Mama Adana comme une responsabilité. Il la voyait comme un miroir. Il a adapté son emploi du temps pour être sûr de ne jamais la manquer. Il l'a défendue lorsque Joy l'a interrogée. Il a même donné pour instruction à son chauffeur de ne jamais la déranger en son absence. Mama Adana restait immuable, demandant toujours 10 $, le remerciant toujours à voix basse, attendant toujours. Et chaque fois que David lui donnait l'argent, il sentait quelque chose se dénouer en lui, un nœud noué depuis longtemps par la pauvreté, la perte et les questions sans réponse. Il ne savait pas ce qu'elle attendait, mais il le sentait au plus profond de lui-même. Quoi que ce soit, cela se rapprochait. Joy Terruyo remarqua le changement avant même que David ne prononce à nouveau le nom de Mama Adana. Au début, c'était des détails. David ne prenait plus ses appels du matin en voiture. Il conduisait plus lentement. Il arrivait aux réunions plus silencieux que d'habitude, l'esprit visiblement ailleurs. Joy connaissait David depuis assez longtemps pour savoir quand quelque chose le préoccupait, et quoi que ce soit, cela ne ressemblait pas à une pression professionnelle. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon du Penthouse de David, surplombant les rues illuminées de Lusaka, Joy finit par demander « Tu es distrait ces derniers temps ?» dit-elle en faisant tourner le vin dans son verre. « Y a-t-il un problème au travail ?» David secoua la tête. « Le travail me convient. » « Alors,
Qu'est-ce qui se passe? Elle fronça les sourcils en plissant légèrement les yeux. Tu disparais tous les matins. Pas d'appel, pas de chauffeur, pas d'explication. David hésita. Il n'avait pas prévu de parler de Mama Adana. Il y avait chez cette femme quelque chose d'intime, de presque sacré. Mais Joy était sa fiancée. Bientôt, elle serait sa femme. J'aide une vieille dame, dit-il prudemment. Joy cligna des yeux. Aider? Oui, près de la gare routière. Joy posa lentement son verre. Au secours, dit David en haussant les épaules. Je lui donne de l'argent. Tous les jours. Combien? 10 $. Joy laissa échapper un rire bref, sec, surpris. Tous les jours? Oui. Pendant combien de temps? Quelques semaines. Joy se laissa aller en arrière, l'observant comme s'il venait de lui avouer une bêtise. David, tu te rends compte du nombre de personnes qui traînent aux gares routières en quête de compassion? Elle n'est pas comme ça, répondit-il aussitôt. Joy haussa un sourcil. Tu en es bien sûr? Oui, soupira Joy. Écoute-toi. Tu ne connais même pas son nom, n'est-ce pas? David ouvrit la bouche puis la referma. Joy le remarqua. Non, dit-elle doucement. David, c'est exactement comme ça qu'on profite des gens. Elle n'en demande jamais plus, dit-il. Jamais. Joy croisa les bras. Voilà comment ça commence. David sentit l'irritation monter en lui. Tu ne l'as pas rencontrée, et je n'ai pas besoin de la rencontrer, répondit Joy. J'ai déjà vu ça. Les gens s'attachent émotionnellement. Puis ils vous culpabilisent. Alors ils dépendent de vous. Ce n'est pas encore le cas. Son ton se fit plus sec. Tu es une personnalité publique, David. Tu vas devenir mon mari. Que se passera-t-il si les médias découvrent que vous avez secrètement donné de l'argent à un inconnu? David serra les dents. Je n'ai pas honte d'aider quelqu'un. Joy marqua une pause, puis adoucit sa voix. Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'aider les gens. Je dis simplement qu'il existe des structures, des fondations, des programmes officiels, et non pas des inconnus dans la rue. David se leva. Cette conversation ne porte pas sur la stratégie caritative. Non, répondit Joy, debout elle aussi. Il s'agit de limites. Le mot fut un coup dur. Le lendemain matin, Joy insista pour faire du vélo avec David. Je veux la voir, dit-elle, déjà chaussée, ses talons claquant sur le sol. David fronça les sourcils. Ce n'est pas nécessaire. J'arrive, répondit-elle fermement. Si elle est aussi inoffensive que tu le dis, il ne devrait pas y avoir de problème. David ne dit rien. À la gare routière, maman Adana était déjà là. Joy la remarqua immédiatement. La posture de la vieille femme, ses vêtements usés, le petit plateau. Joy analysa tout d'un œil critique. Elle observa David ralentir et baisser sa vitre. Maman Adana sourit en le voyant. Puis elle remarqua Joy. Son sourire s'estompa légèrement, non par peur, mais par prise de conscience. David lui tendit les 10 $. Bonjour, maman Adana, dit-elle d'une voix douce. Elle fit un signe de tête poli à Joy. De rien. Joy ne répondit pas à la salutation. Au lieu de cela, elle se pencha en avant. Pourquoi es-tu ici tous les jours? Demanda-t-elle sans détour. Maman Adana se tourna vers elle calmement. Parce que c'est ici que j'attends. Pour ce que Joy a demandé, le regard de maman Adana se porta brièvement sur David, puis revint à Joy. Pour ce que Dieu a promis. Joy ricana doucement. Et Dieu t'a promis 10 $ de la part de ma fiancée. David se raidit. Joie. Maman Adana leva légèrement la main. Tout va bien. Elle regarda de nouveau Joy. Jeune femme, je ne prends pas ce qui ne m'est pas donné. Joy croisa les bras. Et combien de temps comptes-tu continuer à prendre ce qui t'est offert? Le silence entre elles s'épaissit. David sentit une vague de colère monter en lui. Joie, ça suffit. Elle expira bruyamment. Très bien, allons-y. Tandis qu'il s'éloignait en voiture, Joy regardait par la fenêtre, les lèvres serrées. Elle est intelligente, dit-elle au bout d'un moment. Très astucieux. David ne dit rien. Cet après-midi-là, Joy prit une décision. Elle appela le responsable de la sécurité de la cathédrale où devait avoir lieu leur mariage. Il y a une femme, dit-elle d'une voix douce, une dame âgée qui fréquente la gare routière près de Kérorod. Si elle tente d'assister au mariage, elle ne doit pas être autorisée à entrer. L'homme hésita. Est-elle une menace? Joy marqua une pause. Elle est instable, compris, répondit-il. Ce soir-là, David rentra exceptionnellement tard. Il trouva Joy qui attendait,
des documents étalés sur la table. J'ai parlé à Samuel aujourd'hui, dit-elle d'un ton désinvolte. David se figea. À propos de quoi? Répondit ta mère Joy. Ou plutôt à propos de son passé. David sentit le sang se glacer. Pourquoi as-tu fait ça? Joy leva les yeux. Parce que tu me caches quelque chose. Je ne cache rien, dit-il d'un ton sec. Ma mère est partie. Oui, répondit Joy. Et apparemment, elle a passé ses dernières années dans la pauvreté, désespérée, à demander de l'aide à des inconnus. David serra les poings. Arrête, s'écria Joy en se penchant en avant. Tu ne vois pas le parallèle que cette femme te fait avec elle? C'est pour ça que tu n'arrives pas à la laisser partir. David se détourna. Joy adoucit de nouveau sa voix. David, je t'aime, mais tu ne peux pas construire un avenir en restant accroché à tes fantômes. David ne répondit pas. Le lendemain matin, David fut retenu par une réunion urgente. Quand il arriva à la gare routière, Mama Adana n'était pas là. Il attendit. 10 minutes, 20, elle ne vint jamais. Un malaise étrange s'installa dans sa poitrine. De l'autre côté de la ville, Mama Adana se tenait devant les portes de la cathédrale, appuyée sur sa canne. Elle contemplait l'édifice imposant, dont les portes restaient closes. C'est presque l'heure, murmura-t-elle. Et pour la première fois depuis des semaines, elle n'attendit pas à la gare routière. L'absence pesa plus lourdement sur David Chibou qu'il ne l'aurait cru. Au début, il se disait que ce n'était rien. Les gens manquaient des jours de travail. La vie suivait son cours. Mais à mesure que les minutes s'étiraient et que le bruit du terminal de bus augmentait, son inquiétude persistait. Maman Adana n'était jamais en retard, jamais absente. David passa 2 fois devant le terminal avant de poursuivre sa route vers le bureau. Les contrats qu'il attendait sur son bureau lui paraissaient lointains et dénués de sens. Sa plume planait au-dessus du papier, tandis que des souvenirs qu'il n'avait pas sollicités commençaient à refaire surface. Sa mère, Esther Chibou. Il n'avait pas prévu de penser à elle ce matin-là. Son visage lui apparut avec une clarté troublante. Les rides autour de ses yeux, la façon dont elle serrait son foulard lorsqu'elle était inquiète, le doux fredonnement qu'elle émettait en comptant ses pièces la nuit. Esther avait été fière. Trop fière. Elle n'a jamais parlé des pires moments. David n'a appris des bribes de vérité qu'après sa disparition. Comment elle avait perdu son emploi de femme de ménage lors d'une restructuration de l'entreprise. Comment elle avait accumulé des arriérés de loyer. Comment la maladie s'était insidieusement installée, la rongeant peu à peu. Et comment, un après-midi, elle avait pris David par la main et les avait conduits à une gare routière, semblable à celle où s'asseyait maman Adana. Elle avait demandé de l'aide à des inconnus. Ni fort, ni désespérément, juste assez pour survivre. David se souvenait maintenant de ce jour, de la honte qu'il avait ressentie enfant, de la façon dont il avait baissé les yeux tandis que les adultes passaient. Il se souvenait d'une femme qui s'était arrêtée, une femme âgée, le visage doux, les mains rugueuses par l'âge. Elle avait donné de l'argent à sa mère. 10 $. David sentit sa poitrine se serrer. Au bureau, il appela Samuel. « Te souviens-tu de quelque chose au sujet de la femme qui a aidé notre mère » demanda-t-il sans dire bonjour. Samuel hésita. « Pourquoi me poses-tu cette question maintenant? Réponds-moi, tout simplement. » « J'étais plus jeune que toi, » dit lentement Samuel. « Mais je me souviens. Une femme âgée, boiteuse. Elle apportait parfois du pain. » David ferma les yeux. La ressemblance n'était plus une coïncidence. Ce soir-là, il retourna en voiture à la gare routière bien après le coucher du soleil. Les vendeurs remballaient leurs marchandises. Les bus s'éloignaient dans un nuage de poussière. L'emplacement de Mama Adana était vide. « Avez-vous vu la vieille dame » demanda David à un vendeur ambulant. L'homme secoua la tête. « Pas aujourd'hui. »« Et hier » ? Peut-être tôt. Il haussa les épaules. Elle a dit qu'elle ne viendrait plus. Le cœur de David s'est emballé. Elle a dit que oui, elle avait dit au revoir aux enfants. David est rentré chez lui en silence. Dans le Penthouse, Joy remarqua immédiatement son agitation. « On dirait que tu as vu un fantôme, » dit-elle. David l'ignora et se dirigea directement vers son bureau. Il sortit une vieille boîte qu'il n'avait pas ouverte depuis des années, les affaires de sa mère. Des lettres, des reçus, des papiers d'hôpital. Au fond, il y avait un morceau de papier plié, un nom. Adana. David la fixait, le souffle court. Joy se tenait sur le seuil, observant la scène. « Tu as trouvé quelque chose » dit-elle doucement. « Oui » répondit David d'une voix tendue. « Quelque chose que tu ne voulais pas que je trouve. » Joy croisa les bras. « De quoi parles-tu » Cette femme, dit David.
Elle connaissait ma mère. Joy ricana. David, tu projettes tes propres problèmes. Elle l'aida. Il poursuivit, elle nous a aidés. Le visage de Joy se durcit. Même si c'est vrai, ça ne change rien. Ça change tout. David s'emporta. Joy s'approcha. Qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis? Qu'elle a des droits sur ta vie, ton mariage, ton avenir? David la regarda. Je crois que ça veut dire que je lui dois plus de $10. Joy secoua la tête. Cette obsession est dangereuse. Le mot le frappa. Obsédé. David se détourna. Les jours suivants se déroulèrent dans une atmosphère tendue. Maman Adana n'est pas revenue à la gare routière. David a envoyé Lydia chercher dans les dispensaires et les refuges des environs. Sans succès. Le malaise s'est mué en angoisse. Pendant ce temps, Joy se concentrait sur le mariage. Les invitations étaient finalisées. Placement confirmé. Sécurité renforcée. Tout était parfait. C'était trop parfait. La nuit précédant le mariage, David n'arrivait pas à dormir. Debout sur le balcon, il contemplait les lumières de la ville, se demandant comment une femme qui demandait si peu avait pu devenir si importante à ses yeux. De l'autre côté de la ville, Mama Adana était assise sur un banc en bois devant la cathédrale. Elle était arrivée des heures plus tôt, avançant lentement, s'appuyant lourdement sur sa canne. Les gardes à la porte la regardaient avec suspicion, mais ne disaient rien pour le moment. Elle n'était pas là pour semer le trouble. Elle était là pour tenir une promesse. Dans son sac, soigneusement enveloppé dans un tissu, se trouvait une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait un vieux bracelet d'hôpital, décoloré et craquelé, portant un nom que David connaissait par cœur, Esther Chibou. Maman Adana le toucha doucement. « Tu as dit qu'il reviendrait, murmura-t-elle. Et il est revenu. Le matin est arrivé. La ville s'est réveillée en liesse. Les voitures bordaient les rues. La musique résonnait. Les invités arrivèrent vêtus de soie et d'or. À l'intérieur de la cathédrale, David, dans une pièce privée, ajustait ses boutons de manchette. Samuel l'observait attentivement. « Tu n'as pas l'air heureux, » dit Samuel. « Je ne suis pas sûr d'avoir ma place ici, » admit David. Samuel fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» demanda David, hésitant. « Si le passé frappe encore à ma porte, peut-être devrais-je m'abstenir d'avancer. » Samuel ouvrit la bouche pour répondre, mais la porte s'ouvrit. Joy entra, radieuse et blanche. « Pour aujourd'hui, dit-elle doucement, oublions tout le reste. » David la regarda, scrutant son visage. Il se demandait ce qui se passerait s'il ne le faisait pas dehors. Mama Adana se leva lentement du banc, tandis que les portes de la cathédrale s'ouvraient. La musique commença. Et à chaque pas que David faisait vers l'autel, la vérité qu'il avait fui se rapprochait. Le matin des noces se déroula comme une représentation minutieusement répétée. Des étoffes blanches recouvraient les murs de la cathédrale. Des fleurs bordaient l'allée en parfaite symétrie. Les bancs étaient occupés par les invités, leurs murmures résonnant comme de doux échos sous le haut plafond. Tout était exactement comme il se devait. Et pourtant, David Chibou eut l'impression d'entrer dans une pièce où l'air se raréfiait peu à peu. Au début du cortège du marié, des applaudissements discrets s'élevèrent. Les flashs crépitèrent. Les visages s'illuminaient. David avançait d'un pas assuré, mais ses pensées vagabondaient. À chaque pas vers l'autel, il se perdait dans le passé, s'éloignant du sourire radieux de Joy, des chaussures cirées et du costume sur mesure, pour revenir au trottoir défoncé, aux gares routières poussiéreuses et à une vieille femme discrète qui lui avait demandé seulement $10, Mama Adana. Il scrutait la cathédrale machinalement, bien qu'il se répétît qu'il ne la cherchait pas. Elle ne serait pas là. Joy l'avait clairement fait comprendre. La cérémonie commença. Le pasteur Nathan Wansa prononça un discours chaleureux sur l'amour, le partenariat et le destin. Sa voix était calme, d'une douceur rassurante acquise au fil de son entraînement. Joy se tenait en face de David, rayonnante. Ses mains étaient fermes, son sourire imperturbable. David tenta d'imiter son calme, mais un mouvement le trahit. Au fond de la cathédrale, un murmure parcourut l'assemblée. Le regard de David se porta instinctivement sur une femme âgée qui se tenait juste à l'entrée. Ses vêtements étaient simples, son dos voûté. Une canne la soutenait. Un bref instant, elle parut incroyablement petite sous les arches imposantes. Maman Adana. Avant que David puisse réagir, 2 gardes de sécurité s'approchèrent d'elle. « Madame, vous n'êtes pas sur la liste », chuchota l'un d'eux d'un ton sec. Elle hocha la tête. « Je sais. Alors vous devez partir. » Elle n'a pas résisté. Elle n'a pas argumenté. « Je vais lui parler, dit-elle doucement. Alors j'irai. » Ce n'est pas possible.
David regarda, le cœur battant la chamade, les gardes lui saisirent les bras. Arrêtez. Sa voix résonna dans la cathédrale. Tout se figea. David s'avança, ignorant l'expression surprise du pasteur, ignorant la soudaine emprise de Joy sur son bras. Laissez-la venir, dit-il. Les gardes hésitèrent, jetant un coup d'œil à Joy. Le visage de Joy se durcit. David, ce n'est pas le moment. David ne la regarda pas. Maman Adana descendit lentement l'allée. Chaque pas semblait porter le poids des années. Les invités chuchotaient, les téléphones se levaient discrètement. La confusion se répandit comme une tache. Elle s'arrêta devant David. De près, elle paraissait plus mince, plus faible qu'il ne s'en souvenait. Ses yeux, cependant, étaient perçants et déterminés. « Tu es venu » murmura David. Elle acquiesça. « J'ai dit que je le ferais. » Joy s'est avancée. « Ce n'est pas approprié » a-t-elle déclaré fermement. « Vous perturbez une cérémonie sacrée. » Maman Adana se tourna vers elle calmement. « Je ne resterai pas longtemps. » Puis elle se tourna vers David. « Puis-je » demanda-t-elle. David se pencha instinctivement. La cathédrale retint son souffle. Les lèvres de Mama Adana se rapprochèrent de son oreille. « Tu es le garçon de la gare routière » murmura-t-elle. « Et ta mère n'est pas morte comme on te l'a dit. » Le corps de David se raidit. Le monde se réduisit à un seul point sonore. « Qu'est-ce que tu as dit qu'il respirait » Maman Adana lui glissa quelque chose dans la main, un vieux bracelet d'hôpital. David le fixa du regard, le nom de sa mère, Esther Chibou. Un léger soupir lui échappa. La voix de Joy brisa le silence. « David, que se passe-t-il » Il leva lentement les yeux vers elle. La femme qu'il allait épouser se tenait devant lui, belle, sereine, impatiente. Derrière elle, des années de silence résonnaient. David se redressa. « Je ne peux pas continuer » dit-il doucement. Joy rit nerveusement. « Tu plaisantes. » Non. Des murmures d'étonnement parcoururent la salle. Le pasteur Mouansa s'avança. « Mon fils, peut-être devrions-nous. » David leva la main. « J'ai besoin de la vérité. » Il se tourna vers Mama Adana. « Raconte-moi tout. » Mama Adana hocha la tête, les épaules affaissées comme si elle attendait ce moment depuis des décennies. « Votre mère est arrivée chez moi malade. » commença-t-elle. Très malade. Elle n'avait plus d'argent, plus de famille pour l'aider. David sentit sa gorge se serrer. Elle s'est effondrée près du terminal. Je l'ai emmenée à l'hôpital. Ils ont demandé de l'argent avant le traitement. Nous avons supplié. Joy a secoué la tête. Ce n'est pas convenable. Maman Adana a poursuivi. Ils ont tardé. Elle attendit. Quand les secours arrivèrent, il était trop tard. Un silence pesant s'installa. Les mains de David tremblaient. Ils t'ont dit que c'était soudain, dit maman Adana. Mais ça ne l'était pas, ça attendait. David sentit quelque chose se briser en lui. Les années de questions sans réponse, la culpabilité, la colère qu'il ne s'était jamais autorisé à ressentir. Joy lui saisit le bras. David, écoute-toi. Cette femme te manipule. David retira son bras. Arrête, dit-il sèchement. Joy recula. Tu le savais, poursuivit David. Tu connaissais mon passé, et tu as quand même essayé de la tenir à l'écart. Les yeux de Joy s'illuminèrent. Je te protégeais. De ça. David secoua lentement la tête. C'est toi qui protégeais le mariage. Pas moi. Il se retourna vers sa mère, Adana. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt demanda-t-il. Elle baissa les yeux. Parce que tu devais découvrir la vérité par toi-même. Je me suis contentée d'attendre. Les larmes brouillaient la vue de David. Il contemplait la cathédrale, la richesse, le spectacle, les attentes. Puis, de retour vers la vieille femme qui n'avait demandé que 10 $, il déclara clairement « Je ne peux pas me marier aujourd'hui. » Le calme de Joy s'effondra. « Tu l'as choisie, elle plutôt que moi. » David croisa son regard. « Je choisis la vérité. » Les agents de sécurité s'avancèrent de nouveau, hésitants. Le pasteur Mouansa parla à voix basse. « Peut-être devrions-nous faire une pause » acquiesça David. La cérémonie est terminée. Maman Adana se retourna pour partir. David lui attrapa la main. « Ne pars pas, dit-il. » Elle le regarda avec douceur. « Ma mission est accomplie. »« Non, » répondit David fermement. « Ce n'est que le début. » Tandis que les invités étaient pris de confusion et que Joy restait figée, incrédule, David Chibou s'éloigna de l'hôtel,
non par honte, mais avec une certitude tranquille qu'il n'avait jamais connue. La lumière du soleil inondait la cathédrale, et pour la première fois depuis des années, David y pénétra, portant le poids de son passé. Les portes se refermèrent derrière lui dans un claquement sec, comme un dernier coup de bois, un écho sur la pierre tel un verdict. Dehors, le bruit de la ville envahit la cathédrale. Klaxons, voix, une brise chargée de poussière et de soleil. David se tenait sur les marches, la poitrine se soulevant et s'abaissant comme s'il venait de courir une longue distance. Mama Adana se tenait à quelques pas de là, appuyée sur sa canne. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Puis David rompit le silence. « Tu as attendu toutes ces années, dit-il d'une voix rauque. Pourquoi maintenant ?» Maman Adana leva les yeux au ciel, plissant les yeux face à la luminosité. Parce qu'aujourd'hui était le dernier jour où je pouvais attendre. David fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle fouilla dans son sac et en sortit un petit morceau de tissu plié. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle déballa le paquet, révélant de vieux papiers. Des fiches d'hôpital, des notes écrites à l'encre délavée, des reçus datés depuis longtemps. C'est tout ce qui me reste d'elle, dit maman Adana, et de moi. David prit les papiers avec précaution, craignant qu'ils ne s'effritent. Son regard parcourut des mots familiers. Urgence, admission différée, paiement en attente. Il sentit son estomac se nouer. Tu étais là, murmura-t-il, quand elle est morte. Maman Adana hocha lentement la tête. Je lui tenais la main. David ferma les yeux. L'image surgit sans prévenir. Sa mère, seule sur un lit d'hôpital étroit, la lumière vacillante, la douleur l'étreignait, attendant une aide qui arrivait trop tard. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais ?» demanda-t-il. La voix de maman Adana s'adoucit. « Parce que si je m'étais présentée à vous comme la femme qui a vu votre mère mourir, vous m'auriez aidé par culpabilité, et non par bonté. » David déglutit difficilement. « Et ces $10 demanda-t-il, pourquoi toujours le même montant ? Elle esquissa un sourire. « Parce que c'est ce dont votre mère avait besoin le jour où elle m'a rencontré. $10, ni plus, ni moins. » Les genoux de David fléchirent. Il était assis sur les marches, les papiers encore à la main. « Je ne savais même pas que ces derniers jours s'étaient passés ainsi, » murmura-t-il. Je croyais qu'elle était partie paisiblement. » Maman Adana s'assit à côté de lui avec difficulté. Les parents protègent leurs enfants, même face à la mort. Pendant longtemps, David garda le silence. À l'intérieur de la cathédrale, des voix s'élevèrent, mêlant confusion, colère et incrédulité. La voix perçante de Joy résonna à travers les portes, exigeant des explications, réclamant le contrôle. David ne se retourna pas. Au lieu de cela, il appela Samuel. « J'ai besoin de toi, » dit-il doucement lorsque son frère répondit, « Maintenant. » Samuel arriva 20 minutes plus tard, les yeux écarquillés et essoufflés. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. David lui tendit les papiers. Samuel lut en silence, le visage blême. « Ce n'est pas possible. » « Si, » répondit David, « et nous allons le prouver. » Quelques heures plus tard, la situation avait basculé. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Mariage annulé, le milliardaire renonce à la cérémonie. Les réseaux sociaux s'enflamment de spéculations. Mais David ne regardait pas. Il était à l'hôpital public. Celui-là même que maman Adana lui avait décrit. Ce même établissement dont les murs exhalaient une odeur d'antiseptique et de négligence. David arpentait ses couloirs avec Samuel et Mama Adana, ignorant les regards, les chuchotements, la reconnaissance soudaine. Une infirmière en chef reconnut Mama Adana instantanément. « Tu es revenue » dit-elle doucement. Maman Adana hocha la tête. « Je te l'avais dit. » On a ressorti les archives, dépoussiéré les vieux registres, documenté les retards. Cela a pris des heures. Mais le soir venu, la vérité était indéniable. Esther Chibou n'avait pas pu être soignée à temps faute de moyens. David se tenait dans le bureau de l'administrateur, les mains posées sur le bureau. « Vous l'avez laissé mourir, » dit-il calmement. « Et vous l'avez écrit comme une cause naturelle. » L'homme a bafouillé des excuses, des procédures sous-financées, des politiques. David a écouté, puis il a parlé. « Cet hôpital va changer, » dit-il, « ou il fermera. » Ce soir-là, David emmena Mama Adana dans une clinique privée. Elle refusa. « Ce n'est pas pour moi, » dit-elle. « Si, c'est pour moi, » répondit doucement David. Pour toute cette attente, les médecins l'ont examiné minutieusement. Sa tension artérielle était dangereusement élevée. Sa blessure à la jambe était grave.
Elle a besoin de soins de longue durée, a déclaré le médecin. Et repose-toi, acquiesça David. Elle comprendra. Maman Adana le regarda, les yeux humides. Je ne suis pas venu pour ça. Je sais, dit David. Tu es venu pour la vérité. Le lendemain matin, David s'est présenté devant les journalistes. J'ai quitté mon mariage, a-t-il déclaré simplement. Non pas à cause du scandale, mais à cause du silence. Il a parlé de sa mère, de Mama Adana, d'un système qui avait abandonné les pauvres. Il a annoncé la création d'une fondation, non pas à son nom, mais à celui de sa mère. L'initiative de soutien Esther Chibou a reçu de nombreux dons, mais David restait entièrement concentré sur Mama Adana. Il lui rendait visite chaque jour à la clinique, apportant des livres, s'asseyant en silence, écoutant le récit d'une vie vécue presque invisible. Un après-midi, elle le regarda pensivement. « Tu en as assez fait, dit-elle. » David secoua la tête. « Je ne fais que commencer. » Et, au plus profond de lui-même, pour la première fois depuis son enfance, le garçon qui, jadis, avait honte à la gare routière, se sentit enfin compris. Le silence qui régnait dans la salle de consultation était inhabituel pour David Chibou. Ni le silence tendu des salles de réunion, ni les silences gênants des entretiens. C'était le genre de silence qui invitait à la vérité. Maman Adana était assise près de la fenêtre, la lumière du matin caressant doucement son visage. Une infirmière venait de partir, ajustant sa couverture et lui rappelant de se reposer. David se tenait près de la porte, hésitant entre s'asseoir et faire les 100 pas. Il choisit de s'asseoir. Pour la première fois depuis le jour du mariage, il n'y avait ni journaliste dehors, ni téléphone qui sonnait, ni conseiller qui murmurait des stratégies, il n'y avait que deux. David rompit le silence. Pendant toutes ces années, dit-il lentement, tu aurais pu espérer mieux. Maman Adana le regarda, les yeux calmes. Oui, tu savais qui j'étais, poursuivit-il. Tu savais que je pouvais changer ta vie d'un seul mot. Oui, alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Elle esquissa un sourire. Parce que je n'attendais pas ton argent. David fronça les sourcils. Alors, qu'est-ce que tu attendais? Elle tourna son regard vers la fenêtre. Dehors, la ville s'animait, voitures, gens, bruit, urgence. J'attendais que tu deviennes l'homme que ta mère espérait que tu sois, dit-elle. Les mots résonnèrent lourdement entre eux. La voix de David baissa. Et la maman à $10, Mama Adana, laissa échapper un léger soupir. Ces $10 n'ont jamais représenté une somme d'argent. C'était une question de souvenir. Elle se redressa légèrement en grimaçant de douleur à la jambe. Votre mère m'a demandé $10 le jour où je l'ai rencontrée, a-t-elle dit. Elle ne demandait pas d'aide pour elle-même. Elle demandait de l'aide pour que vous puissiez manger. David ferma les yeux. Elle était déjà malade. Maman Adana continua. Elle savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, mais elle s'inquiétait pour toi. Les larmes piquaient les yeux de David. Elle dit, si jamais mon fils devient riche, ne le laissez pas oublier cet endroit. David déglutit difficilement. Elle dit que maman Adana avait acquiescé. Elle avait confiance que Dieu achèverait ce qu'elle ne pouvait pas faire. David se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Pendant tout ce temps, murmura-t-il, je croyais vous aider. Maman Adana sourit doucement. Tu te servais toi-même. Cet après-midi-là, Joy Cheruyot se présenta à la clinique. Elle était impeccablement vêtue, son expression maîtrisée, mais la tension se lisait dans ses yeux. David n'était pas surpris. Vous m'avez humilié, dit-elle sans un mot. David se leva lentement. Tu es venu pour te disputer, je suis venu pour comprendre, répondit Joy. Parce que tout ce que tu as fait depuis ce jour n'a aucun sens. David désigna maman Adana du doigt. Voilà pourquoi. Joy jeta un bref coup d'œil à la vieille femme, puis reporta son attention sur David. Une histoire tragique ne justifie pas de détruire son avenir. Maman Adana parla doucement. Mon enfant, aucun avenir bâti sur le silence ne dure. La joie se figea. Avec tout le respect que je vous dois, cela ne regarde que lui et moi. David secoua la tête. Non, c'est précisément là que nous avons commis une erreur. La voix de Joy tremblait. Je t'ai soutenu, je t'ai aidé à construire ton image. Tu as contribué à préserver mon confort, répondit David, pas ma conscience. Les yeux de Joy s'illuminèrent. Alors tu choisis la culpabilité plutôt que l'amour, dit David en la regardant droit dans les yeux. Moi, je choisis la vérité plutôt que la performance. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Un souffle de joie s'échappa. Et voilà, c'est terminé. Elle se retourna pour partir. Avant de sortir, elle marqua une pause.
Un jour, dit-elle sans se retourner, tu regretteras d'avoir laissé le passé gâcher ce que tu aurais pu avoir. David ne répondit pas. Maman Adana regarda Joy partir, puis se tourna vers David. Elle n'est pas mauvaise, dit-elle doucement. Elle a peur. David acquiesça. Mais la peur ne dictera plus ma vie. Les jours suivants furent lourds mais productifs. David se plongea dans le travail, mais un travail différent. Il examina les politiques hospitalières, rencontra des défenseurs de la santé publique et écouta plus qu'il ne parla. L'état de santé de maman Adana s'est amélioré lentement. La kinésithérapie a soulagé sa jambe. Un traitement médicamenteux approprié a stabilisé sa tension artérielle. Un soir, alors que David s'apprêtait à quitter la clinique, elle le rappela. « David, dit-elle. Oui, tu ne m'as toujours pas posé la question la plus importante. » Il fronça les sourcils. « Quelle question ? Pourquoi ai-je cessé d'attendre ?» David se figea. « Que veux-tu dire ?» Maman Adana fouilla dans son sac et en sortit un petit calendrier. Plusieurs dates étaient entourées. « Ma médecin m'a dit que je n'avais plus beaucoup de temps, » a-t-elle déclaré calmement. Je savais que je ne pouvais pas attendre indéfiniment. David sentit sa poitrine se serrer. « Mais tu vas mieux. »« Oui, » répondit-elle. « Parce que tu t'en souvenais », elle prit sa main. « Je ne suis pas venue empêcher ton mariage, » dit-elle. « Je suis venue t'apporter la paix avant de quitter ce monde. » Les yeux de David s'emplirent de larmes. « Tu ne pars pas. » Elle sourit. « Nous partons tous. Ce qui compte, c'est ce que nous laissons derrière nous. » Ce soir-là, David était assis seul dans son appartement, contemplant les lumières de la ville. Pour la première fois, le bruit ne l'accablait pas. Il pensa à l'attente, à la façon dont certains attendaient l'argent, d'autres l'amour, et d'autres encore qu'on les remarque enfin. Maman Adana, elle, attendait la vérité. Et maintenant que c'était arrivé, David réalisa qu'autre chose l'attendait aussi, les conséquences. Le public avait salué sa décision. Les dons affluaient. Mais les personnes influentes étaient mal à l'aise. Les hôpitaux craignaient des audits. Les politiciens évitaient ses appels. Samuel l'avait prévenu, « Tu te fais des ennemis. » David répondit simplement, « Je fais de la place. » Alors qu'il s'apprêtait à dormir, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « La vérité que vous avez découverte est plus profonde que vous ne le pensez. Si vous continuez à creuser, soyez prêts. » David fixait l'écran. Pour la première fois, il comprit. Empêcher le mariage n'avait fait qu'ouvrir la porte. Ce qui se trouvait au-delà exigerait encore plus de courage. Ce message d'avertissement ne quittait pas l'esprit de David Chibou. Il le poursuivait en réunion. Il résonnait encore lors de ses trajets nocturnes. Il était assis tranquillement à côté de lui dans la salle de consultation, pendant que maman Adana dormait. La vérité que tu as découverte est plus profonde que tu ne le penses. David montra le message à Samuel le lendemain matin. Samuel lut 2 fois, la mâchoire serrée. Ce n'est pas une menace en l'air. Je sais, répondit David. Voulez-vous que je suive le numéro ? Oui, discrètement. Samuel acquiesça. Et David, tu devrais ralentir. David le regarda. Doucement, tu as déjà ébranlé des personnes influentes, dit Samuel avec prudence. Hôpitaux, responsables, sponsors liés à votre fondation. Ce n'est plus de la charité, c'est de la publicité. David se laissa aller dans son fauteuil. Ma mère a attendu parce qu'elle était pauvre. Maman Adana a attendu parce qu'elle croyait. Si je ralentis maintenant, je contribue à ce qui l'a tué. Samuel ne dit rien. À l'autre bout de la ville, Joy Sherweo suivait les informations en silence. Les gros titres louaient le courage de David. Les commentateurs le qualifiaient d'homme de principe, de visionnaire, un homme qui privilégiait la moralité au spectacle. Joy éteignit la télévision. Les applaudissements lui retournèrent l'estomac. Son téléphone sonna. « Allô, fais attention », dit une voix. « Ton ex-fiancé sème la zizanie. » Joy se figea. « Qui est-ce ? Un ami ?» répondit la voix. « Et peut-être votre dernière chance de protéger votre avenir. » Joy raccrocha, les mains tremblantes. Cet après-midi-là, David retourna seul à la gare routière. La place de maman Adana était vide, bien sûr, mais là, David sentit quelque chose s'apaiser en lui. Il regardait les gens passer, les mères serrer leurs enfants contre elles, les hommes détourner le regard. Il se vit lui-même. Une berline noire s'arrêta non loin de là. Un homme s'avança, élégant, sûr de lui, un inconnu. « Monsieur Chibou », dit-il d'un ton suave. « Je m'appelle Paul Niambe. Je représente plusieurs investisseurs privés du secteur de la santé. » David ne lui a pas serré la main.
Que voulez-vous? Paul esquissa un sourire, comme pour vous conseiller. Tu rouvres de vieilles blessures, répondit David. Paul baissa la voix. Tu accuses les institutions de négligence. Des gens vont réagir. David soutint son regard. Qu'ils le fassent. Paul soupira. Votre fondation pourrait perdre des soutiens. Vos entreprises pourraient faire l'objet d'audits. David haussa les épaules. Alors ils résisteront à l'examen. Paul l'observa longuement. Le cas de votre mère n'était pas unique, dit-il. Doucement. Si vous dévoilez tout, le système s'effondre. David s'approcha. Alors oui, ça devrait. Paul secoua lentement la tête. L'idéalisme coûte cher. Le silence aussi, répondit David. Paul partit sans un mot de plus. Ce soir-là, Mama Adana sentit la tension de David. Tu portes la guerre en toi, dit-elle doucement. Je porte la responsabilité, répondit David. Elle l'observa. La responsabilité sans repos engendre l'orgueil. David s'assit à côté d'elle. Je ne veux pas me venger. Je veux du changement. Maman Adana acquiesça. Alors souviens-toi pour qui tu changes cela. Ce soir-là, Samuel a rappelé. Le numéro est intraçable, a-t-il dit. Mais j'ai trouvé autre chose. David se redressa. Quels dossiers hospitaliers ont été modifiés? Demanda Samuel. Plusieurs cas. Pas seulement ta mère. David ferma les yeux. Il y a un schéma récurrent, poursuivit Samuel. Retard dans les soins pour les patients n'ayant pas payé d'avance. Modification des certificats de décès. La voix de David se durcit. Nous allons le révéler, hésita Samuel. David, ça va mal tourner. Ça l'est déjà, répondit David. Le lendemain, Joy demanda une réunion. David accepta. Lieu public, en journée, sans discrétion. Elles étaient assises l'une en face de l'autre dans un café tranquille. Joy prit la parole la première. Tu changes, dit-elle. David acquiesça. Je l'espère. Joy soupira. Tu jettes à la poubelle tout ce qu'on avait prévu. Je construis autre chose, dit-elle en se penchant en avant. Tu te rends compte de l'effet que ça fait? Tu as quitté une femme pour une vieille inconnue. David soutint son regard avec calme. Je marche vers la vérité, murmura Joy d'une voix tremblante. Et où cela me mène-t-il? Demanda David d'un ton plus doux. Cela te laisse libre de choisir ce qui compte vraiment pour toi. Joy détourna le regard. Tu te prends pour un héros. Non, répondit David. Je crois que j'étais aveugle. Joy se leva brusquement. Si tu persistes dans cette croisade, n'espère aucune pitié. David la regarda s'éloigner, sans éprouver ni colère ni regret, seulement de la lucidité. Les jours passèrent. Des enquêtes ont été ouvertes. Des journalistes ont suivi des pistes. Les hôpitaux ont nié les accusations. Les autorités ont publié des communiqués. Maman Adana, alitée à la clinique, a vu le monde entier enfin l'écouter. Un soir, David l'a trouvé le regard fixé au plafond. « Tu as peur ?» demanda-t-il doucement. Elle sourit. « J'avais peur quand j'attendais seule. »« Je n'ai plus peur. » David lui prit la main. « Je ne les laisserai pas enterrer ça. » Elle me serra doucement. « Alors, promets-moi une chose, n'importe quoi. Ne laisse pas la colère te guider. » David hocha lentement la tête. Dehors, la ville bruissait de tension. À l'intérieur, David, quelque chose s'apaisa. Il comprenait désormais que ce n'était pas une question de charité, de culpabilité ou même de justice seulement. Il s'agissait de choisir qui il deviendrait face à la résistance du monde. Et le monde le réprimait. La pression s'est d'abord installée discrètement. Un permis retardé, une réunion reportée, une banque qui réexamine soudainement des accords de longue date. David Chibou a immédiatement perçu le schéma. À la fin de la semaine, 3 chantiers de son entreprise de construction ont été suspendus en attendant des éclaircissements réglementaires. Les fournisseurs ont appelé, inquiets. Les associés ont demandé des assurances. Samuel exposa les faits dans le bureau de David, d'un ton maîtrisé mais tendu. « Ils vous mettent la pression de toutes parts, » dit-il. « Pas assez pour que cela ressemble à des représailles, juste assez pour vous ralentir. » David se rassit, le regard fixe. « Alors on avance quand même. » Samuel hésita. « Il y a plus. » Il fit glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Maman Adana quitte la clinique. Maman Adana est assise près de la fenêtre. Maman Adana parle à une infirmière. David serra les mâchoires. « Il la surveille, » dit Samuel.
Là, ils ont franchi la ligne rouge. David se leva aussitôt. Renforcer la sécurité, discrètement, sans uniforme. Cela attirera l'attention. Fais-le quand même. Ce soir-là, David se rendit à la clinique plus tôt que d'habitude. Maman Adana était réveillée, sa Bible ouverte sur les genoux. Elle leva les yeux lorsqu'il entra et sourit. Mais son sourire s'effaça en voyant son expression. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle. « Il riposte » répondit David. « Et il vous surveille. » Maman Adana referma lentement la Bible. « Je m'y attendais. » David s'assit à côté d'elle. « Je ne les laisserai pas t'intimider » dit-elle en hochant doucement la tête. La peur revêt bien des visages. Même le pouvoir craint de se perdre. David expira. « Je ne reculerai pas. »« Je sais, » dit-elle. « C'est pourquoi je m'inquiète. » David fronça les sourcils. Inquiétude. Elle prit sa main. Quand un homme découvre sa vocation, le monde le met à l'épreuve pour savoir s'il la mérite. Le lendemain matin, une lettre arriva. Sans adresse d'expéditeur, sans signature, juste une phrase. Certaines vérités sont mieux enterrées avec les morts. David lut le livre 2 fois, puis le plia soigneusement. Il ne le montra pas à Samuel. Il ne s'est pas montré à la presse. Au lieu de cela, il s'est rendu à la gare routière et s'est arrêté à l'endroit précis où Mama Adana avait l'habitude de s'asseoir. David a fermé les yeux. Il écouta la ville respirer. Il se souvint du garçon qu'il avait été, affamé, honteux et vulnérable. Il ouvrit les yeux. « Je n'enterrerai pas ça », dit-il à voix haute. De l'autre côté de la ville, Joy Cheruyot était assise dans un bureau silencieux, les mains jointes. L'homme en face d'elle parlait calmement. « Tu as encore de l'influence. » Joy leva brusquement les yeux. « Tu veux que je lui parle ?»« Oui, » répondit l'homme. « Faites appel à ses émotions, à son passé. Rappelez-lui ce qu'il risque. » Joie ravalée. « Et si je refuse ?» ajouta l'homme avec un léger sourire, « alors vous risquez d'être perçue comme la femme qui a fait obstacle au progrès. » Joy partit sans répondre. Cet après-midi-là, David reçut un autre appel. Cette fois-ci, c'était de l'administrateur de l'hôpital. « Nous aimerions régler cela à l'amiable », dit l'homme avec précaution. En privé. La voix de David était froide. Il n'existe pas de règlement privé pour négligence publique. La communication a été coupée. Cette nuit-là, l'état de Mama Adana s'est aggravé. Sa tension artérielle a soudainement grimpé en flèche. Les alarmes ont retenti. Les infirmières se sont précipitées à l'intérieur. David se tenait devant la porte, les poings serrés, impuissant face à une situation que l'argent ne pouvait résoudre. Lorsque le médecin est sorti, David a scruté son visage. « Elle est stable », a dit le médecin. « Mais son cœur est faible. » Le stress n'arrange rien. David hocha la tête, le poids de la culpabilité l'oppressant. Dans la pièce, Mama Adana esquissa un sourire en le voyant. « Tu ressembles à un homme qui porte des pierres, » dit-elle. « Je suis désolée, » répondit doucement David. « C'est à cause de moi. » Elle secoua la tête. « Non, c'est une question de temps. » Il lui prit la main. « Je devrais m'arrêter. » La poigne de Maman Adana se resserra légèrement. « Non, » répondit David, surpris. « Si tu t'arrêtes maintenant, poursuivit-elle, alors mon attente n'aura servi à rien. » Les larmes lui brûlaient les yeux. « Tu n'as pas attendu pour que je puisse me reposer, » dit-elle. « Tu as attendu que je puisse me lever. » David hocha lentement la tête. Le lendemain eut lieu la conférence de presse. David se tenait devant les microphones, calme et serein. Il présenta des documents, des dossiers, des témoignages. Il nomma des hôpitaux. Il a cité des dates. Il a cité des schémas. La salle a explosé de joie. Les autorités ont nié. Les avocats ont proféré des menaces. Mais les preuves étaient irréfutables. Le soir même, une enquête gouvernementale fut annoncée. Cette nuit-là, Samuel entra dans l'appartement de David avec une nouvelle urgente. Maman Adana a disparu. David sentit le sang se glacer. « Quoi ? Elle a quitté la clinique cet après-midi, » dit Samuel. Aucun garde ne l'a vue partir. Personne ne sait où elle est. David a pris sa veste. On la retrouve. Ils ont fouillé les abris, les gares routières, les églises. Les heures passèrent. Vers minuit, le téléphone de David sonna. Une voix douce et familière se fit entendre. « C'est ici que tout a commencé », dit Maman Adana. David comprit instantanément. La gare routière. Il arriva et la trouva assise seule sur le bloc de béton. La ville, plus calme désormais, s'étendait sous de longues ombres.
Pourquoi? Demanda-t-il, essoufflé. Elle esquissa un faible sourire. Je voulais m'asseoir ici une dernière fois. David s'agenouilla près d'elle. Tu m'as fait peur. Elle le regarda doucement. Alors tu comprends ce que coûte l'attente. Il l'aida à se lever. Tu n'es pas obligé de faire ça seule. Elle acquiesça. Je sais. C'est pourquoi je suis revenu te rappeler d'où vient la force. Tandis qu'il marchait vers la voiture, David ressentit toute la gravité de l'instant. Il ignorait ce que le lendemain lui réservait, mais une chose était sûre, l'attente touchait à sa fin. La ville semblait expirer après minuit. La circulation s'est fluidifiée. Les enseignes lumineuses ont plongé dans l'obscurité. La gare routière a retrouvé son rythme plus tranquille, un calme où résonnaient encore les pas et les souvenirs. David Chibou ramena Mama Adana à la clinique sans dire un mot, les mains fermement posées sur le volant, l'esprit ailleurs. Elle rompit le silence la première. Tu apprends quelque chose que beaucoup d'hommes apprennent trop tard, dit-elle doucement. Le pouvoir ne commence pas quand les gens écoutent. Il commence quand vous écoutez. David lui jeta un coup d'œil. Je ne me sens pas puissante. Elle esquissa un sourire. Bien. De retour à la clinique, les infirmières s'occupaient doucement de Mama Adana, la réprimandant d'être partie. David attendait dehors jusqu'à ce que le médecin le rassure. Son état était redevenu stable, fragile mais hors de danger. À l'approche de l'aube, le téléphone de David vibrait sans cesse. Les journalistes voulaient des interviews. Les militants voulaient des soutiens. Les avocats voulaient des déclarations. Les politiciens réclamaient des rencontres. Tout le monde le voulait. Samuel arriva juste avant l'aube, café à la main, les yeux cernés. L'enquête est bien réelle, a-t-il affirmé. Ce n'est pas une simple formalité, 2 administrateurs ont déjà été suspendus. David acquiesça. Bien, mais cela suscite des réactions négatives. Samuel a poursuivi, les hôpitaux évoquent des difficultés budgétaires, certains vous décrivent comme imprudent. David soupira. Qu'il le fasse. Samuel hésita. Il y a autre chose, la joie. L'expression de David resta inchangée. Et elle? Elle a parlé en privé avec certaines des mêmes personnes qui s'y opposent. Samuel dit prudemment, je ne sais pas quelle est sa position. David s'appuya contre le mur. Elle est libre de choisir. En fin de matinée, David rentra chez lui pour se changer. Le Penthouse lui paraissait désormais étranger, trop calme, trop lisse, comme un lieu appartenant à une autre version de lui-même. Debout devant le miroir, en train de nouer sa cravate, il aperçut son reflet et s'arrêta. Pour la première fois, il ne vit pas le milliardaire. Il vit le garçon à la gare routière. Celui-ci desserra sa cravate et la laissa sur le comptoir. À midi, David s'est adressé à un petit groupe de personnes à la clinique. Médecins, infirmières, patients, familles. Pas de caméra, pas de discours. Je ne suis pas là pour faire des promesses que je ne pourrai pas tenir, dit-il simplement. Je suis là pour écouter. Ils racontèrent leurs histoires. Une femme dont le mari est décédé en attendant d'être soigné. Une mère qui a vendu son alliance pour se procurer des médicaments. Une infirmière qui a vu des patients refoulés et qui, chaque soir, emportait chez elle le poids de la culpabilité. David écoutait, et à chaque récit, sa détermination se renforçait. Cet après-midi-là, Mama Adana demanda à le voir. « Tu es en train de construire quelque chose d'important », dit-elle lorsqu'il s'assit près de son lit. « Veillez à ce qu'il y ait une place pour la miséricorde. » David acquiesça. « Je le ferai. » Elle lui prit la main. « Il y a autre chose que vous devriez savoir. » Il se pencha vers elle. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle sourit doucement. « Ta mère n'espérait pas seulement que tu te souviennes des pauvres. Elle espérait aussi que tu te pardonnes. » David eut le souffle coupé. « Me pardonner quoi ? D'avoir survécu, dit doucement maman Adana. D'être partie alors qu'elle était restée. Pour être devenue forte quand elle s'est affaiblie. » Des larmes coulèrent sur le visage de David, sans honte. « J'ai porté ce fardeau toute ma vie, » murmura-t-il. Elle lui serra la main. Puis la lâcha. Ce soir-là, David reçut un message de Joy. « Il faut qu'on parle, en personne. » Il a accepté. Ils se sont retrouvés dans un restaurant tranquille avec vue sur la rivière. Pas de caméra, pas d'entourage. Joy est arrivée sereine, mais ses yeux étaient crispés. « Tu es devenu un symbole », a-t-elle dit une fois assise. « Les gens te voient comme un héros maintenant. » David secoua la tête. « Je fais simplement ce que j'aurais dû faire plus tôt », dit Joy en l'observant. « Sais-tu ce que ça coûte d'être là où tu es ? » « Oui, » répondit David, « tout. » Joy baissa les yeux sur ses mains. « Je voulais une vie en sécurité. » David acquiesça, « Moi aussi. »
Elle leva les yeux et dit, « Maintenant je veux une vie honnête. » Un silence s'installa entre eux. Joy expira lentement. Alors, nos chemins n'étaient pas destinés à se croiser. David soutint son regard. Non, en effet. Elle garda une voix calme mais triste. J'espère que l'attente en valait la peine, répondit doucement David. Elle en vaut déjà la peine. Joy partit sans se retourner. Ce soir-là, David retourna à la clinique. Maman Adana dormait, sa respiration superficielle mais paisible. David était assis à côté d'elle, observant le lent mouvement de sa poitrine. Il repensait à l'attente, à la façon dont Mama Adana avait attendu dans des lieux publics, invisibles aux yeux de la plupart, à la façon dont sa propre mère avait attendu dans un couloir d'hôpital, à la façon dont il avait attendu toute sa vie pour comprendre pourquoi leurs histoires étaient liées. Son téléphone vibra de nouveau. « Samuel, ils veulent que tu te présentes à une fonction publique, » dit Samuel. « On te le demande. » David esquissa un sourire. « Pas encore. Que veux-tu alors ?» David regarda Mama Adana, les rides du temps sillonnant son visage, la force tranquille qui avait transformé sa vie. « Je veux des systèmes qui ne nécessitent pas d'attente, » dit-il. « Je veux que la dignité soit automatique. » Samuel rit doucement. « C'est un grand rêve. Devenir milliardaire, c'est pareil, » répondit David. Alors que l'aube approchait à nouveau, Mama Adana s'éveilla. Elle ouvrit les yeux et constata que David était toujours là. « Tu es resté, » dit-elle. David sourit. « Je ne vais nulle part. » Elle hocha la tête, satisfaite. « Alors, quoi qu'il arrive, tu es prête. » Dehors, la ville commença à se réveiller. Et pour la première fois, David Chibou se sentait prêt non pas pour les applaudissements, non pas pour le pouvoir, mais pour le long et patient travail du changement. Le premier signe que le vent tournait est arrivé discrètement, sans annonce ni applaudissement. Ce fut un coup frappé à la porte. David Chibou se trouvait à la clinique lorsque 2 fonctionnaires arrivèrent, en civil, l'air neutre, des dossiers sous le bras. Ils demandèrent à s'entretenir avec lui en privé. David les conduisit dans une petite salle de consultation, d'où l'on entendait le bourdonnement des machines. « Nous sommes ici pour le compte de l'enquête », a déclaré l'un d'eux. « Nous avons besoin de votre coopération. » David acquiesça. « Vous avez tout compris. » Ils ont posé leurs questions avec soin. « Date, nom, procédure. » David répondit sans hésiter. Lorsqu'il ignorait quelque chose, il le disait. Lorsqu'il savait, il le prouvait avec des documents préparés par Samuel. Au bout d'1 heure, les 2 responsables échangèrent un regard. « Vous devriez le savoir, » dit le second à voix basse. « C'est plus grave que prévu. » David ne sourit pas. C'est toujours le cas. Cet après-midi-là, l'enquête s'élargit. Des hôpitaux des districts voisins ont été ajoutés. D'anciens administrateurs ont été convoqués. Un haut responsable a démissionné pour raisons personnelles. L'actualité s'est à nouveau emballée, cette fois-ci avec des éléments concrets. Mais cet élan a engendré des résistances. Ce soir-là, une manifestation s'est formée devant l'un des bureaux de David. Des pancartes l'accusaient de détruire le système de santé local et de servir des intérêts étrangers. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Il observait de loin, tandis que les forces de sécurité maintenaient le calme. Samuel se tenait à côté de lui. « Ils essaient de réécrire l'histoire, comme toujours, » répondit David. Le lendemain matin, Mama Adana demanda à être transférée. « Transférée ?» demanda David, surpris. « Où ça ? Dans l'ancien service ?» demanda-t-elle. « La publique. » David secoua la tête. « Non, tu as besoin de calme, d'attention. » Elle croisa son regard. « J'ai besoin d'être vue. » David comprit alors, la pièce privée l'avait protégée tout en la rendant invisible. Elle voulait des témoins. À contre-cœur, il accepta. Quand Mama Adana a été conduite dans le service public, des murmures ont parcouru la pièce. Certains l'avaient reconnue grâce aux informations, d'autres à la gare routière. Quelques-uns voyaient simplement une vieille dame qui semblait avoir déjà fait la paix avec le monde. Les patients s'approchèrent discrètement. « C'est vous qui avez attendu » dit un jeune homme. Maman Adana sourit. On attendait tous quelque chose, la nouvelle s'est répandue. Des journalistes ont tenté d'entrer, l'hôpital a refusé. Mais des informations ont fuité malgré tout concernant la femme qui n'avait jamais rien demandé de plus sur le milliardaire qui avait interrompu un mariage. La pression s'est intensifiée. Ce soir-là, David a reçu un appel d'un pasteur. « Il faut qu'on parle » a dit l'homme. « À propos de la responsabilité » a demandé David. « À propos de compromis » répondit le ministre. Ils se rencontrèrent le lendemain,
la pièce était impeccable. Le ton était cordial, l'offre claire. Financement de la fondation, si David modérait sa position. Éloge public s'il rejetait la faute sur autrui. Silence s'il l'acceptait. David écouta patiemment, puis il se leva. Ma mère est morte en attendant, dit-il calmement. Il n'y a pas de compromis possible là-dessus. Le sourire du ministre s'effaça. Vous vous faites de puissants ennemis, l'avertit-il. David acquiesça, je sais. La polémique s'est intensifiée. Une action en justice paraissait futile, mais elle a fait grand bruit. Des tribunes anonymes ont mis en doute les motivations de David. Les anciennes transactions commerciales furent mises au jour, examinées ligne par ligne. David s'en réjouit. Qu'il regarde, dit-il à Samuel. Nous nettoierons ce qui doit l'être. Malgré tout, les forces de Mama Adana déclinaient. Elle se fatiguait facilement, dormait plus longtemps et parlait moins. Un soir, David la trouva éveillée, les yeux fixés au plafond. « Tu es plus silencieuse, dit-il doucement. « J'écoute, répondit-elle. « Pourquoi faire ? Pour la ville, répondit-elle. Elle est en train de changer. David s'assit à côté d'elle. C'est toi qui as fait ça. Elle secoua la tête. Non, j'ai seulement attendu assez longtemps pour que tu le fasses. Elle lui prit la main. Promets-moi quelque chose, n'importe quoi. Quand on te proposera du réconfort en échange du silence, souviens-toi de cette pièce. David acquiesça. Le lendemain, l'enquête publia ses conclusions provisoires. La négligence était confirmée, les documents falsifiés. Des retards ont été constatés. La réaction du public a été virulente. Les manifestations ont changé de direction. Des veillées aux chandelles ont eu lieu devant les hôpitaux. Des familles ont partagé des histoires enfouies depuis des années. Puis une arrestation. Un ancien directeur d'hôpital a été placé en garde à vue. David suivit les informations sans satisfaction. Il savait que la justice n'était pas un instant, mais un processus. Ce soir-là, Samuel apporta des nouvelles inquiétantes. Joy a accepté de témoigner, dit-il à voix basse. David leva les yeux. Contre qui ? Contre les hôpitaux, répondit Samuel. Elle affirme avoir eu connaissance des pressions exercées sur le personnel. Des dons conditionnés au silence. David a été au courant. Pourquoi maintenant ? Samuel hésita. Peut-être par culpabilité. Peut-être par instinct de survie. David expira. De toute façon, ça a son importance. Le témoignage de Joy a encore compliqué les choses. Cela lui a aussi coûté cher. Ses amis ont pris leur distance. Les invitations ont disparu. Elle a dû faire face aux conséquences de son retrait d'une performance à laquelle elle tenait tant. David n'a pas pris contact avec elle. Il a respecté la distance. Au fil des semaines, la santé de Mama Adana s'est progressivement dégradée. Cette fois, les médecins ont été honnêtes. Il ne lui reste plus beaucoup de temps, a dit l'un d'eux avec douceur. David est resté. Il a annulé des réunions, délégué des décisions, et est resté assis à son chevet. Une nuit, elle a repris la parole. « Tu l'entends ? » demanda-t-elle. « Entendre quoi ? » « L'attente, » répondit-elle. « Elle touche à sa fin. » David déglutit difficilement. « Tu n'es pas obligé de partir. » Elle sourit. « J'étais déjà resté plus longtemps que prévu. » Elle prit sa main et la serra avec une force surprenante. « Promets-moi une dernière chose. »« Oui. »« Ne fais pas de moi un symbole, » dit-elle doucement. « Fais de moi un commencement. » David hocha la tête, les larmes coulant librement. « Je te le promets. » Dehors, les lumières de la ville vacillaient. À l'intérieur, Mama Adana ferma les yeux, paisible, sans peur. Et tandis que David lui tenait la main, il comprit la vérité de son attente. Ce n'était jamais pour de l'argent. Ce fut un instant où la vérité n'aurait plus besoin d'autorisation. La respiration de Mama Adana s'est faite plus superficielle à mesure que la nuit s'étirait. Les machines près de son lit bourdonnaient doucement, indifférentes à la gravité de l'instant. David Chibou restait immobile, sa main enlacée à la sienne, craignant qu'un seul instant de relâchement ne la laisse lui échapper. Il avait tenu des réunions sans ciller, affronté des foules hostiles sans trembler, quitté un mariage suivi par des millions de personnes sans la moindre peur. Mais ça le terrifiait. « Maman, murmura-t-il, je suis là. » Ses yeux s'ouvrirent lentement, comme au réveil d'un long rêve, et lorsqu'elle le vit, un léger sourire effleura ses lèvres. « Tu es resté, » murmura-t-elle. « Je te l'avais dit. » Elle expira doucement. « Bien. » La porte s'ouvrit doucement. Samuel s'avança vers lui, empreint du respect réservé au lieu sacré.
Il fit un signe de tête à David, mais ne dit rien. Le regard de maman Adana se posa sur lui. « Tu es l'autre garçon » dit-elle d'une voix faible. Samuel s'approcha, s'agenouillant légèrement pour qu'elle puisse le voir. « Oui, maman, » sourit-elle. « Votre mère serait fière de vous deux. » Les yeux de Samuel brillèrent. Maman Adana se retourna vers David. « Il y a quelque chose que je dois te dire. Avant de partir. » David se pencha vers elle. « Je t'écoute. » Elle déglutit difficilement. « Après la mort de ta mère, je suis restée à l'hôpital pendant des jours. Je voulais m'assurer qu'elle ne soit pas seule dans la mort comme elle l'avait été dans l'attente. » La poitrine de David se serra douloureusement. « Je lui ai promis quelque chose, » poursuivit Mama Adana, « que si je revoyais un jour son fils, je ne le laisserais jamais oublier sa douleur ni son amour. » David ferma les yeux, laissant couler librement ses larmes. « Tu as tenu ta promesse, » murmura-t-il. Elle hocha faiblement la tête. « Maintenant, tu dois garder le tien. »« Je le ferai, » dit David d'un ton ferme. « Ce que nous avons commencé ne s'arrêtera pas. » Sa poigne se resserra un instant, le surprenant. « Souviens-toi, » dit-elle d'une voix à peine audible. Le changement ne se fait pas entendre au début. Cela grandit doucement, comme dans l'attente. Puis sa main se détendit. Les machines émirent un bip, puis un autre. Un long son régulier emplit la pièce. David sentit le monde basculer. « Non » souffla-t-il. « Non, je vous en prie » l'infirmière entra précipitamment, suivie du médecin. Ils vérifièrent les constantes vitales rapidement, efficacement et avec douceur. Puis le médecin regarda David et secoua la tête. « Je suis désolé. » David n'a pas bougé. Il n'a pas crié. Il ne s'est pas effondré. Il s'est simplement penché en avant, posant son front contre la main de Mama Adana. « Je n'oublierai pas » a-t-il murmuré. « Je le jure. » Le silence était absolu dans la pièce. Dehors, devant la clinique, l'aube pointait. La nouvelle du décès de Mama Adana s'est d'abord répandue discrètement, puis comme le vent dans l'herbe sèche. Non pas par les gros titres, mais par des chuchotements, des messages, par les gens qui l'avaient vue assise patiemment à la gare routière jour après jour. Dans l'après-midi, des fleurs sont apparues à l'arrêt de bus. Des bougies, des petits mots, des enveloppes contenant des billets de 10 $. Des gens démunis ont donné ce qu'ils pouvaient. David, à l'écart de la foule, restait incognito, observant des inconnus rendre hommage à une femme que la plupart d'entre eux n'avaient jamais vraiment connue. « Elle nous attendait tous » murmura quelqu'un. Les obsèques furent simples. Pas de grands discours, pas de cérémonie télévisée, juste un petit rassemblement dans une modeste église près de l'aéroport. David prit la parole en dernier. « Elle m'a appris que la dignité n'est pas quelque chose qu'on donne, » dit-il doucement. « C'est quelque chose qu'on protège. » Elle l'a protégée chaque jour de sa vie. Il marqua une pause, reprenant ses esprits. Elle attendait que la vérité éclate. C'est maintenant à notre tour de perpétuer la tradition. Alors que le cercueil était descendu dans la salle, David y déposa quelque chose, une enveloppe. 10 $. L'enquête n'a pas ralenti. Au contraire, elle s'est intensifiée. De nouveaux documents ont été découverts. De nouveaux témoignages ont émergé. Le nombre d'arrestations a augmenté. Les politiques ont été revus. Des fonds d'urgence ont été créés, cette fois sans condition. L'initiative de soins Esther Chibou a été étendue au-delà des hôpitaux. Clinique gratuite. Aide juridique. Bons de transport pour les patients. Formation des infirmières pour qu'elles puissent s'exprimer sans crainte. David a refusé d'associer son nom à un quelconque bâtiment. « Mettez le sien » a-t-il dit. Elle a attendu plus longtemps que je n'aurais jamais pu. Joy Cheruyot observait à distance. Elle a témoigné en détail. Elle a dit la vérité. Elle a donné 9 noms. Cela lui a coûté son influence. Cela lui a coûté son confort. Mais en quittant la salle d'audience, elle a ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Elle a envoyé un message à David, « Je ne m'attends pas à être pardonné. Mais merci d'avoir choisi la vérité quand je n'en étais pas capable. » David l'a lu une fois. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Les mois passèrent. La ville changea d'abord légèrement. Admission plus rapide. Des procédures plus claires. Des employés qui ont osé dire non à la corruption. Un matin, David est retourné seul à la gare routière. Il se tenait à l'endroit où Mama Adana avait l'habitude de se tenir, observant les gens passer en hâte. Un jeune garçon s'approcha timidement. « Monsieur, demanda-t-il, attendez-vous quelqu'un » David sourit doucement. « Non, je suis venu me souvenir. » Le garçon acquiesça, comme si cela allait de soi.
Alors que David se retournait pour partir, il remarqua un nouveau panneau fixé près du banc. Ce lieu rend hommage à Mama Adana, qui a attendu pour que d'autres n'aient pas à le faire. David sentit sa gorge se serrer. Il posa la main sur le banc une dernière fois. « Ton attente n'a pas été vaine », murmura-t-il. Et tandis qu'il s'éloignait, la ville continuait de tourner autour de lui, toujours imparfaite, toujours en proie à ses luttes, mais désormais libérée du silence. Car une femme avait attendu, et un homme avait enfin écouté. Le chagrin ne s'est pas abattu sur David Chibou d'un seul coup. Il l'a envahi par vagues successives. Certains matins, il se réveillait avec un calme étrange, comme si sa mère, Adana, était encore quelque part dans la ville, attendant, veillant, patiente comme toujours. D'autres jours, un rien le bouleversait. Une écharpe bleue sur un étal de marché. Une femme assise seule près d'un arrêt de bus. Le chiffre 10 griffonné sur un reçu. Mais David ne s'arrêta pas. Au contraire, il agissait avec encore plus de détermination qu'auparavant. L'enquête atteignit son stade le plus dangereux, celui où la vérité menaçait non seulement des réputations, mais des réseaux entiers. Les hôpitaux nièrent toute malversation jusqu'à ce que les preuves les contraignent au silence. Des responsables démissionnèrent, puis réapparurent dans des émissions de télévision en prétendant ne rien savoir. Les poursuites judiciaires se sont multipliées. David a répondu en toute transparence. Tous les documents ont été rendus publics. Chaque réunion est enregistrée. Chaque décision est expliquée. Vous vous exposez. Un soir, alors qu'ils examinaient une nouvelle pile de dossiers, Samuel fit cette mise en garde. David acquiesça. C'est bien le problème. En coulisses, la pression s'intensifiait. Des donateurs anonymes retirèrent leur soutien à des projets sans lien avec celui-ci. D'anciens alliés cessèrent de répondre aux appels. Les menaces étaient dissimulées sous des apparences polies, des conseils, de la sollicitude, des suggestions de prendre du recul et de laisser faire le système. David refusa. Il avait retenu une leçon de Mama Adana. Attendre sans but était une souffrance. Attendre avec un but était une force. Un après-midi, alors que David s'apprêtait à prendre la parole devant un panel sur la réforme des soins de santé, un visage familier apparut dans le public. Joy Cheruyot. Elle était assise seule. Pas d'entourage, pas de sourire forcé, juste une attention silencieuse. David la remarqua, mais ne modifia pas son discours. Il parla des retards, de la dignité, du prix du silence, non pas en argent, mais en vies humaines. À la fin de son intervention, la salle se leva pour l'applaudir. Joy n'applaudit pas. Elle attendit. Lorsque la foule se fut clairsemée, elle s'approcha de lui. « Tu as continué » dit-elle doucement. David hocha la tête. « J'avais dit que je le ferais. » Elle hésita. « Je pensais que cela te détruirait. » David réfléchit à ses paroles. « Ça a failli marcher, mais ça m'a aussi rendu quelque chose que je ne savais pas avoir perdu. »« Quoi donc ?» demanda Joy. « La direction. » Joy baissa les yeux. « Je quitte Lusaka. » David n'était pas surpris. « Nous sommes dans un endroit plus petit, » répondit-elle. « Un endroit où je peux reconstruire, tranquillement. » Il soutint son regard. « J'espère que tu trouveras la paix. » Elle esquissa un sourire. « J'espère que tu ne la perdras pas. » Ils se séparèrent sans amertume. Ce soir-là, David se rendit dans le service public où Maman Adana avait insisté pour rester. Le lit était désormais occupé par une jeune mère tenant son enfant malade. David vit une infirmière s'approcher aussitôt, sans hésitation, sans exiger de paiement avant les soins. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. David sortit et appela le chauffeur. « Emmenez-moi au terminal. » Au crépuscule, le terminal de bus bourdonnait d'activité. Les vendeurs annonçaient leurs prix. Des enfants se poursuivaient entre les bus stationnés. Le banc où Mama Adana s'asseyait autrefois était vide, mais on ne l'avait plus oublié. Les gens s'y arrêtaient encore. Certains ont déposé des fleurs. Certains ont murmuré des prières. Certains sont simplement restés assis un moment. David s'assit également. Un homme s'approcha prudemment. « Monsieur, êtes-vous celui dont on parle aux infos ?» David acquiesça. L'homme hésita. « Mon père. Il a vécu grâce au changement que vous avez impulsé. Ils ne l'ont pas fait attendre. » David sentit sa poitrine se serrer. « Tant mieux. » L'homme déposa un billet plié sur le banc. « Pour elle. 10 $. » David ferma les yeux. Les mois passèrent et l'enquête aboutit à des recommandations générales. La législation relative aux soins d'urgence fut révisée. Des comités de surveillance ont été créés. La protection des lanceurs d'alerte a été renforcée.
Ces changements n'ont pas été miraculeux, mais ils ont été bien réels. Pour l'anniversaire du décès de Mama Adana, une petite cérémonie a eu lieu, sans faste ni retransmission télévisée. Juste quelques personnes. Des bougies. Des histoires. David prit la parole en dernier. Elle attendait la vérité, dit-il. Maintenant, nous attendons que le travail reprenne. Il marqua une pause, puis ajouta, et nous le faisons ensemble. Après cela, David rentra seul chez lui. Il se tenait près de la fenêtre, observant les lumières de la ville, et sentait le calme s'installer autour de lui. Pour la première fois depuis longtemps, le silence ne lui semblait pas vide. Son téléphone vibra. Un message de Samuel. On vous propose un siège au Conseil national de réforme. David fixa l'écran. C'était le moment que beaucoup convoitaient. Le pouvoir. L'influence. Une place à table. Il repensa aux paroles de Mama Adana, ne fais pas de moi un symbole. Commencez par un début, répondit David. Seulement si le conseil se réunit en public, publie tout et inclut des représentants des patients. Un silence. Puis Samuel répondit. Ils furent d'accord. David expira lentement. Le lendemain matin, il retourna à la gare routière. Une jeune femme était assise près du banc, les yeux fatigués, un enfant endormi dans les bras. David s'approcha doucement. Ça va ? Elle hocha faiblement la tête. J'attends le bus. David s'assit à côté d'elle, non pas en milliardaire, non pas en symbole, mais simplement en homme qui comprenait l'attente. Il plongea la main dans sa poche et déposa un billet sur le banc. 10 $. La femme le regarda avec surprise. C'est trop, dit-elle rapidement. David sourit doucement. C'est parfait pour aujourd'hui. Elle hésita, puis murmura, merci. David se leva et s'éloigna. Derrière lui, la ville continuait son cours, imparfaite, bruyante, vivante. Et quelque part dans ce mouvement, l'attente n'était plus solitaire. Car une femme avait démontré le pouvoir de la patience, et un homme avait compris que l'écoute pouvait transformer une nation. Le temps ne s'est pas ralenti après les réformes. Au contraire, il s'est accéléré. David Chibou comprit rapidement qu'une fois amorcée, une transformation exigeait plus que de la simple volonté. Elle exigeait de la persévérance. Les réunions du Conseil national de réforme restèrent longtemps un lieu public difficile, comme David l'avait pourtant pressenti. Tout a été filmé. Les transcriptions ont été publiées en quelques heures. Les victimes ont pu s'entretenir directement avec des responsables qui étaient auparavant injoignables. Certains conseillers ont résisté. D'autres ont pris la pause. Quelques-uns ont véritablement écouté. David n'imposait pas sa présence. Il se souvenait de la manière de Mama Adana, calme, patiente, inébranlable. Lorsque les esprits s'échauffaient, il posait des questions au lieu de faire des discours. Quand on lui a reproché de rejeter la faute sur autrui, il l'a ramené au système. Lorsqu'on lui a suggéré un compromis au détriment de sa dignité, il a refusé avec calme. Vous n'agissez pas comme un politicien, a lancé un responsable après une séance houleuse. David répondit, je ne cherche pas à gagner. J'essaie de réparer ce qui est cassé. À l'extérieur de la salle du conseil, la vie reprit son cours. L'initiative Esther Chibouker s'est à nouveau étendue, cette fois-ci aux zones rurales où l'attente était encore plus dangereuse. Des cliniques mobiles se sont rendues dans les villages. Des fonds d'urgence ont été préapprouvés. Aucune signature requise. Survivre sans humiliation. David venait souvent nous rendre visite. Il écoutait les agriculteurs, les mères, les aînés qui avaient perdu des enfants simplement parce que les secours étaient arrivés trop tard. Chaque histoire lui rappelait pourquoi il avait interrompu un mariage, pourquoi il avait préféré l'inconfort à la réussite. Un après-midi, Samuel l'accompagna et observa en silence David, assis sous un parasol, raconter à un vieil homme sa longue marche jusqu'à l'hôpital le plus proche. « Tu as changé », dit Samuel plus tard sur le chemin du retour. David acquiesça. « Toi aussi. » Samuel esquissa un sourire. « Avant, je pensais que le succès signifiait s'échapper. Et maintenant que David posait la question, je crois que cela signifie revenir. » Ce soir-là, David s'est rendu au petit mémorial situé à la gare routière. Le banc avait été renforcé. De la peinture fraîche avait été appliquée. Une plaque polie par d'innombrables mains. Quelqu'un y avait déposé des fleurs. Quelqu'un d'autre y avait déposé du pain. David était assis, laissant le bruit de la ville l'envelopper. Un jeune homme s'approcha avec hésitation. « Monsieur, êtes-vous celui qui la connaissait ?» David acquiesça. « Oui, le jeune homme a avalé. Ma mère s'asseyait toujours près d'elle. Maman Adana partageait sa nourriture avec elle quand elle n'avait rien.
David sourit. Ça lui ressemble bien. L'homme s'assit à côté de lui. Avant, je pensais qu'attendre était un signe de faiblesse. David le regarda. Et maintenant, je pense qu'attendre, c'est croire en un avenir meilleur. David sentit sa gorge se serrer. Alors que le soleil déclinait, David se leva pour partir. Avant qu'il ne puisse faire un pas, une petite voix l'arrêta. « Oncle » dit-il en se retournant. Une petite fille se tenait à proximité, tenant la main de sa grand-mère. Celle-ci sourit timidement. « Elle m'a dit de vous remercier » a dit la femme, « car ma petite fille a été soignée sans délai le mois dernier. » David s'est agenouillé devant la fillette. « Je suis content que vous alliez bien. » La jeune fille hocha la tête d'un air grave. « Maman dit que je n'ai plus besoin d'attendre. » David se leva lentement, l'émotion lui pesant lourdement sur la poitrine. Ce soir-là, seul dans son appartement, David ouvrit une vieille boîte qu'il avait gardée scellée pendant des mois. À l'intérieur se trouvaient les affaires de sa mère. Il prit l'écharpe d'Esther Chibou et la serra doucement dans sa paume. « Je me souviens maintenant » murmura-t-il, non seulement de sa souffrance, mais aussi de son amour, de son espoir. Des semaines plus tard, le rapport final de l'enquête fut publié. Il était brutal, honnête, inévitable. Des réformes ont été imposées. Un contrôle renforcé a été mis en place. La responsabilité a été exigée non pas comme punition, mais comme mesure préventive. David s'est adressé une dernière fois à la presse. « Ce n'est pas la fin » a-t-il déclaré calmement. « C'est le début des responsabilités. » Quelqu'un lui a demandé « Regrettez-vous d'avoir annulé votre mariage ?» David a marqué une pause. Puis il a répondu sincèrement « Non, car j'y ai gagné bien plus que ce que j'y ai perdu. » Qu'est-ce que le journaliste a bien voulu savoir? David sourit doucement. Clarté. Dans les mois qui suivirent, la vie reprit son cours. David ne se remaria pas tout de suite. Il ne chercha pas à combler le silence. Au contraire, il apprit à vivre avec. Le jour anniversaire de la première rencontre de Mama Adana avec sa mère, date que personne d'autre ne connaissait, David retourna au terminal à l'aube. Il a posé 10 $ sur le banc. Puis un autre. Puis encore un. 30 $. Un pour elle, dit-il doucement. Un pour ma mère. Un message pour tous ceux qui attendent encore. Alors qu'il se retournait pour partir, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. Non pas celle qui découle de la possession de tout, mais celle qui naît de la conscience de ce qui compte vraiment. David retourna en ville, non pas en sauveur, non pas en symbole, mais en homme façonné par une bonté qu'il n'avait pas méritée et une responsabilité qu'il avait choisi d'assumer. Et quelque part, au-delà du bruit, au-delà de la circulation et des voix, l'attente prit enfin fin. Parce qu'une femme avait attendu avec dignité. Et qu'un homme avait écouté de tout son cœur. Avant que cette histoire ne s'achève, prenez un instant pour la savourer. Mama Adana n'a jamais changé le monde par le pouvoir, l'argent ou la force de sa voix. Elle l'a changé par sa patience digne, par sa conviction que la bonté prodiguée discrètement comptait même en l'absence de témoins. Elle n'a jamais demandé plus que nécessaire, non par manque d'ambition, mais parce qu'elle avait compris une leçon que beaucoup oublient. Le caractère se révèle dans ce que l'on donne quand on pourrait recevoir davantage. Le parcours de David Chibou nous rappelle que le succès sans conscience est vain. Il avait la richesse, le respect et un avenir soigneusement planifié, mais il lui a fallu une femme oubliée et 10 $ par jour pour renouer avec son humanité. Sa véritable évolution ne s'est pas produite avec l'enrichissement, mais lorsqu'il a choisi la vérité plutôt que le confort, la responsabilité plutôt que l'image et l'action plutôt que le silence. Cette histoire nous enseigne que l'attente n'est pas une faiblesse. Parfois, l'attente est une forme de foi. Parfois, c'est du courage. Et parfois, c'est la force tranquille qui donne à l'autre la chance de faire enfin ce qui est juste. Alors, posez-vous la question aujourd'hui. Qui est là, près de vous, que vous avez cessé de voir? Quelle vérité avez-vous refoulée parce qu'elle vous dérangeait? Et si vous aviez l'occasion de l'écouter, le feriez-vous? Si cette histoire vous a touché, partagez vos impressions dans les commentaires. Nous serions ravis de savoir ce qui vous a le plus ému. Et si vous croyez que les histoires de bonté, de courage moral et de valeurs humaines ont encore leur place dans ce monde, abonnez-vous à cette chaîne. D'autres histoires comme celle-ci vous attendent.